Le diagnostic pour nous, c'était en 1988, je crois. Et non, et on ne savait rien. On ne savait rien. Le diagnostic a été posé en avril 1985. 85, oui. Les enfants avaient 9 mois. On ne savait rien, ni nous-mêmes sur ce qui se faisait, ni même, je veux dire, les médecins, ils ne savaient rien non plus. Tout de suite, je suis allée à l'école de médecine en me disant que je trouverais peut-être une bibliothèque pour avoir une définition de la maladie. Nous avons essayé de rechercher une littérature aux États-Unis, en Europe. Je n'ai rien trouvé. C'était un nom inconnu, il n'y avait pas beaucoup d'explications, pas beaucoup de réponses. Et quand moi j'ai demandé un rendez-vous, je lui ai demandé un rendez-vous en septembre, et sa tête me dit « mais vous n'avez pas compris, ils ne seront plus là en septembre ». J'ai dit ben, « c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra ». On nous avait dit que c'est une maladie rare. Rare, ça voulait dire qu'on n'était pas unique. On n'était pas un cas unique dans notre région, ni en France, ni ailleurs. Et si on n'est pas unique, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il fallait réunir le maximum de gens, le maximum d'enfants, pour pouvoir envisager, j'allais dire une suite, pour pouvoir envisager la suite. La suite, c'était la recherche, c'était donc de prendre contact avec des chercheurs, de prendre contact avec des équipes qui allaient s'occuper de cette maladie. Je crois que nos gamins, quels qu'ils soient, nous ont donné le culot, la hardiesse aussi, d'aller taper une porte, frapper à la porte et dire « bon voilà, nous on a des gosses atteints d'un métro spinal, est-ce que vous pouvez travailler sur notre pathologie ?» Et il leur fallait un matériel qui était des prélèvements sanguins. Et il a fallu organiser, donc à Dourdan, nous nous sommes réunis, nous avons réuni toutes les familles pour offrir tous les prélèvements sanguins des familles et des enfants pour qu'ils puissent commencer. Les familles se sont réunies pour répondre à un besoin impératif pour la recherche. À cette époque-là, on ne savait pas où chercher. Il fallait trouver parfois une lettre qui n'est pas la bonne, dans un océan de lettres. Notre génome, c'est 3 milliards de lettres. Et il faut trouver l'endroit dans le génome où se trouve le problème. Or, chacun d'entre nous, on est un petit peu différent. Ce qu'on allait faire, c'était comparer au sein d'une même famille les génomes de ceux qui sont touchés par la maladie avec ceux qui ne sont pas touchés par la maladie. Il y a eu cette idée d'une espèce de partenariat entre les malades, les familles et les chercheurs et les médecins. Il fallait absolument ne pas laisser, entre guillemets, la recherche aux scientifiques, uniquement aux scientifiques. Il fallait absolument que l'on soit partenaire aussi du travail qui était fait. Et ça a été le début de rencontres régulières avec les équipes de recherche. Il y avait ce laboratoire à Necker qui était dirigé à l'époque par M. Frézal, le professeur Frézal, et avec lui il y avait M. Munich, Dr Munich et Dr Melki. En fait, j'étais un jeune médecin, j'étais interne en médecine. Et donc, je voyais régulièrement des patients, en particulier en neuropédiatrie, dont certains étaient atteints d'amyotrophie spinale. Et ça m'a toujours énormément touchée de voir ces patients pour lesquels nous n'avions aucun traitement. Pour moi, il fallait s'engager comme médecin. Et en médecine, il y a bien sûr différentes formes d'engagement. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la recherche, je me suis dit que c'était la voie qu'il fallait prendre. On va pouvoir appréhender le rôle de cette protéine. Et elle a peut-être un rôle toxique. On a démarré ce projet visant à localiser le gène d'abord, et puis ensuite à l'identifier. Donc ça a été en fait 5 ans
de recherche plein temps en génétique. Quand on parle de maladies génétiques, la première chose à faire, c'est de trouver le gène responsable. Aux États-Unis existait le Human Genome Project qui faisait travailler des laboratoires sur le territoire américain pour essayer de cartographier le génome humain, mais ça n'avançait pas très vite. Et l'idée de Généton, qui était complètement révolutionnaire à l'époque, c'était de non pas faire travailler des laboratoires différents, mais de faire travailler tout le monde dans un même lieu et de faire travailler des robots. Et donc, des robots ont été conçus pour ça, pour en quelque sorte découper l'ADN en petits morceaux, cartographier cet ADN et mettre à disposition ces cartes du génome à la communauté scientifique. Le gène de l'amyotrophie spinale infantile a été découvert par une équipe française avec les fonds du Téléthon et aussi appuyé sur les recherches que Généton avait permises, sur les cartes du génome. Et ça s'est fait progressivement. Progressivement, l'équipe a resserré sur le génome humain la zone qui était celle en cause dans la maladie. Et l'équipe de Judith Melki et Suzy Lefebvre ont publié leurs résultats en 1995. Le gène SMN est responsable de l'amyotrophie spinale. L'identification, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, enfin, on avait le coupable, enfin, il avait un nom, enfin, il avait un visage. C'était en même temps le résultat d'une première étape et aussi le départ vers d'autres recherches, d'autres chemins à ouvrir. Pour les essais thérapeutiques, on n'imaginait pas encore, hein, bien entendu, mais si vous voulez, dans notre esprit, il y avait quand même toujours cette idée de guérison, de médicaments. Enfin, bon, on ne savait pas trop sous quelle forme ça allait pouvoir se faire. En fait, en 95, quand on a identifié le gène, bien sûr, on s'est dit, voilà, c'est la porte ouverte à la possibilité de mieux comprendre la maladie, de développer des stratégies de recherche thérapeutique. Moi, je suis optimiste de nature. Donc je suis un petit peu comme vous. J'ai l'impression que de la découverte du gène, on pourra déduire une nouvelle pharmacologie. Alors, vous dire que ça sera une thérapie génique, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Qu'on va administrer des gènes sous forme de médicaments, sous forme de vecteurs, je sais quoi. Tout ne dépendait pas uniquement de l'identification du gène. Il fallait bien sûr le gène identifié, mais il fallait avoir aussi toutes ces vecteurs ou ces stratégies de recherche thérapeutique qui n'étaient pas encore au point non plus à cette époque-là. À partir du milieu des années 90, 95, 96, la mission de Généton a changé. C'était logique. Il ne s'agissait pas indéfiniment de contribuer à l'identification de gènes. Évidemment, cette recherche-là allait continuer. Mais la mission majeure de Généton allait être la thérapeutique, parce que c'est le but de l'association, c'est le but de ces familles. Ce n'est pas juste de connaître le coupable, mais c'est de trouver un moyen de l'empêcher de nuire. Et donc, Généton a muté. C'est devenu un laboratoire dédié à la thérapie génique des maladies neuromusculaires et des maladies rares. Et dans ce nouveau Généton, de nouvelles équipes sont arrivées, des chercheurs dédiés justement à ces nouvelles technologies de biologie moléculaire et thérapie génique. Et parmi ces chercheurs, Martine Barkatz, qui avait fait sa thèse sur les maladies neuromusculaires et commençait à travailler sur les questions de thérapie génique. Pour transférer un gène thérapeutique dans l'organisme, on utilise des vecteurs viraux. Et ces vecteurs viraux, donc ils étaient en plein développement à Généton. Et j'ai essayé de les injecter par différentes voies, intraveineuses, intracérébrales, intramusculaires. J'ai un petit peu travaillé pendant 1 an. Et puis j'ai fait une rencontre, effectivement, d'une petite jeune fille qui s'appelle Marie. Alors elle avait 10 ans quand je l'ai rencontrée. Elle venait de perdre la marche. Et là, j'ai appris qu'elle avait une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Et j'avoue, je connaissais très peu la maladie. Moi, je travaillais surtout sur la sclérose latérale amyotrophique. Je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser des enfants évoluer comme ça. Il faut trouver une solution. Vraiment, j'avais le désir d'arriver à sauver ces enfants. La hargne de chercher, la hargne de tout faire pour essayer de trouver une solution. Tout. C'était en 2007, donc on a eu ces résultats assez extraordinaires, parce que c'était la première fois que quelqu'un arrivait à montrer un effet thérapeutique sur cette maladie. J'ai vraiment... je me suis dit, voilà, il y a de l'espoir pour cette maladie.
Le premier pas est fait. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi efficace. Mais bon, on avait sous les yeux des résultats qui étaient magiques. La suite logique, c'est d'aller chez l'homme, c'est de pouvoir traiter des enfants. Évidemment, ça ne se fait pas simplement sur la base de quelques résultats chez l'animal. Il faut aller beaucoup plus loin. On rentre dans un autre monde qui est celui de la préclinique et de la clinique, c'est-à-dire on va chercher à trouver les bonnes doses avec un produit qui est fabriqué aux normes pharmaceutiques. Donc il fallait aussi des outils pour ça. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en France, on a de très bonnes idées, on est des défricheurs, mais quand il s'agit de les industrialiser, là c'est une autre paire de manches, il faut des moyens financiers importants, et en l'occurrence c'est des centaines de millions d'euros qui étaient nécessaires pour aller plus loin. Il faut des cliniciens capables de sauter le pas et d'administrer à des bébés des produits complètement nouveaux qui relèvent presque de la science-fiction. Il faut aussi des investisseurs pour y mettre les moyens, et à cette époque-là, on ne disposait pas de tels moyens. Parmi ces cliniciens aux États-Unis qui ont eu le courage d'aller pour la première fois injecter un vecteur dans le sang chez des bébés, il y avait Jerry Mendell à Columbus dans l'Ohio. Et Jerry Mendell est venu présenter ses premiers résultats au congrès de myologie 2016. Nous avons pris le gène responsable de la SMA et l'avons placé dans un virus que j'ai injecté en une seule fois dans les gènes de ces 15 enfants. C'est 15 bébés en fait. Et nous avons obtenu un taux élevé de rémission. Ce qu'on a vu, c'était hallucinant. C'est un congrès international de myologie organisé par la FM Téléthon, donc avec aussi des familles qui étaient présentes. Et les images qui ont été montrées, les résultats qui ont été montrés par Jerry Mendell ont créé une émotion énorme qui a parcouru toute la salle. Et on s'est dit, là, oui, on tient quelque chose. C'est peut-être en train de marcher. C'était inimaginable il y a 25 ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est le plus grand, c'est le plus beau rêve qu'on peut avoir. C'est vraiment à quoi on rêvait lorsque nous étions avec les autres parents au démarrage. Arriver à dire à nos propres enfants que les traitements arrivent. Et le résultat de tout ça, c'est devenu un médicament qui a été autorisé par les agences européennes et américaines dès 2019. Et à ce jour, il y a plus de 1500 enfants qui ont été traités partout dans le monde, dont des enfants français, bien évidemment. Vous avez déjà permis à mon enfant de pouvoir avoir un avenir. Et quand on reçoit un diagnostic qui vous dit ben voilà, c'est grave, beaucoup d'enfants ne tiennent pas jusqu'à l'âge de 2 ans, d'un coup, on vous dit il y a un traitement. Et ça ne fait pas la même chose, parce que en tant que maman, je peux continuer à accompagner mon petit garçon dans sa vie de tous les jours, à le chatouiller, à m'émerveiller de ses mouvements, à m'émerveiller de le voir s'éveiller à la vie, à tout ce qui se déroule. Le coup près, grave maladie, et puis tout de suite une petite note d'espoir. Ah, mais là, il a presque de la chance, il est né presque la bonne année, on va pouvoir peut-être le traiter très vite. Et du coup, il y avait voilà, ces deux sentiments de oui, c'est une terrible nouvelle, on se prend un camion dans la figure, mais il y a une petite note d'espoir qui peut arriver tout de suite. Aujourd'hui, Hyacinthe a 2 ans. Et 2 ans de Hyacinthe, c'est la plus grande victoire, quoi. Et il les souffle avec une vitalité voilà, assez visible. Enfin, on voit qu'il respire la vie et qu'il a, il a une force de vie hallucinante. Pour nous, la thérapie génique, ça nous semblait une évidence en fait. À l'hôpital, on est tous en blouse blanche avec les masques, la Charlotte et tout. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte qui arrête de tomber, qui rentre dans son corps. Et puis là, on se dit, ouais, c'est bon, là, quoi. C'est un truc de fou quand même, de se dire il a un gène de synthèse en lui, en fait, et on a du mal à imaginer que ce soit possible. Et surtout, on se dit, c'est une deuxième naissance, quoi. On inverse le processus et on repart sur un développement, en fait. Une fois qu'on avait le nom,
on a pu avancer plus vite pour pouvoir trouver un traitement. On était triste au fond de nous, on était très triste, mais on savait qu'il y avait de l'espoir derrière. Et on a tout de suite eu le rendez-vous pour avoir le traitement. Il y a 20 jours d'écart entre le diagnostic et la thérapie génique. Donc ça a été très vite. On savait que c'était l'avenir et on savait que ça allait la sauver, tout simplement. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir rencontrer une enfant traitée. C'était merveilleux, merveilleux de voir cette petite fille vivre, manger, parler et rire avec ses frères et sœurs. J'avais du mal à réaliser que c'était grâce à mes recherches. Effectivement, ça n'arrive pas pratiquement jamais dans la vie d'un chercheur de trouver. Donc un chercheur, ça porte bien son nom, ça cherche. Et un jour, il y a un chercheur qui trouve en utilisant les travaux qui ont été réalisés précédemment, bien sûr. C'est allé relativement vite. Pas assez vite pour les malades, ça c'est sûr. Mais pour la recherche, oui. Parce que se dire qu'on parle d'une maladie dont on ne connaît rien, on sait la diagnostiquer, c'est tout. Il fallait tout défricher, trouver le gène, imaginer un traitement et venir avec un traitement. Et finalement, 1995, découverte du gène, 2019, traitement. C'est quand même assez rapide. Et je pense que dans les années qui viennent, ça ira même encore plus vite pour d'autres maladies. C'est quand même une des plus grandes avancées de tous les temps, quoi, cette thérapie génique. Enfin, le principe de la thérapie génique, c'est quand même une des plus grandes avancées médicales de tous les temps. J'aimerais bien que Marie-Hyacinthe marche un jour. Hyacinthe a été injectée à 10 mois, donc la maladie a fait déjà des ravages et du coup, les zones touchées ne reviendront peut-être jamais. Donc, le combat n'est pas encore complètement terminé. L'étape suivante, c'est d'intervenir avant même l'apparition des symptômes, parce que la maladie fait déjà son œuvre à ce moment-là. Avant même l'apparition des premiers symptômes, elle a déjà commencé à détruire des neurones moteurs de la moelle épinière. Et le moyen de contrer ces effets précoces de la maladie, c'est le dépistage à la naissance. Pouvoir diagnostiquer avant même l'apparition des symptômes cette maladie pour pouvoir intervenir tout de suite avec la thérapie génique. Doucement, attends.